Référentiel de psychiatrie et d'addictologie, au grand chapitre des autres troubles, l'item 56, sexualité normale et ses troubles. Point 1, le comportement sexuel normal. Point 2, les conduites à tenir devant un trouble sexuel. Grand 3, les troubles des conduites sexuelles. Les objectifs pédagogiques: identifier les principaux troubles de la sexualité, dépister une affection organique en présence d'un trouble sexuel, et savoir aborder la question de la sexualité au cours d'une consultation. Les points clés. Les troubles des conduites sexuelles sont classiquement distingués en 3 catégories: les dysfonctions sexuelles, les troubles paraphiliques et l'hypersexualité. Alors on va commencer par les dysfonctions sexuelles qui sont classées en fonction de la phase de la relation sexuelle qui est altérée, comme le trouble du désir sexuel, trouble de l'excitation, trouble de l'orgasme, trouble sexuel avec douleur. Elles peuvent être en lien avec des pathologies non psychiatriques ou des troubles psychiatriques. Les troubles paraphiliques, anciennement appelés déviance ou perversion sexuelle, font référence à des conduites sexuelles déviantes, inhabituelles ou bizarres et peuvent avoir des conséquences légales. Et l'hypersexualité, qui est une conduite sexuelle conventionnelle, mais pour laquelle le sujet a perdu la liberté de s'abstenir. Elle est aussi considérée comme une conduite addictive. Devant ce trouble, il faut éliminer un épisode maniaque, un trouble addictif, une cause neurologique ou iatrogène. Point 1. Le comportement sexuel normal. La santé est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui soient source de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence. Définition de l'OMS en 2002. Les limites d'un comportement sexuel normal sont d'autant plus difficiles à définir que la sexualité de l'adulte reste empreinte, plus directement que n'importe quel autre comportement, de l'évolution de la sexualité infantile, elle-même marquée par des contraintes éducatives, morales et sociales, qui subissent des modifications au cours du temps et selon les cultures. Donc les limites d'un comportement sexuel normal sont d'autant plus difficiles à définir que la sexualité de l'adulte reste empreinte plus directement que n'importe quel autre comportement, donc empreinte de l'évolution de la sexualité infantile, elle-même marquée par des contraintes éducatives, morales et sociales, qui subissent des modifications au cours du temps et selon les cultures. La relation sexuelle est précédée d'une phase de désir sexuel, constituée de pensées sexuelles et érotiques ou de fantaisies imaginatives. Elle est ensuite constituée de plusieurs phases successives, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. La phase d'excitation, caractérisée chez l'homme par l'établissement de l'érection, et chez la femme par la lubrification vaginale et la tumescence de la muqueuse, du tiers inférieur du vagin. La phase en plateau, durant laquelle les phénomènes de la phase d'excitation restent stables. Cette phase nécessite le maintien d'une stimulation, entre parenthèses coït. La phase de l'orgasme, manifestation complexe et globale de l'organisme, vécue généralement comme un plaisir intense. Chez l'homme, orgasme et éjaculation coïncident généralement. Donc chez l'homme, orgasme et éjaculation coïncident généralement. Chez la femme, l'orgasme est plus complexe et peut être unique ou multiple. La différence vaginale ou clitoridienne correspond à des modalités de stimulation différentes, mais est sous-tendue par une même entité anatomophysiologique,
entre parenthèses, gland ou pilier du clitoris. Enfin, la phase de résolution, pendant laquelle les phénomènes d'excitation diminuent rapidement. Chez l'homme seulement, l'orgasme est suivi d'une période réfractaire, pendant laquelle toute stimulation sexuelle est inefficace. L'activité sexuelle met en jeu 2 points, les effecteurs périphériques, entre parenthèses organes génitaux, zones érogènes, leur vascularisation, leur innervation. Ensuite, le système nerveux central avec la dopamine qui serait plus particulièrement impliqué dans les phénomènes de plaisir et de désir, alors que la sérotonine limiterait le désir et l'excitation sexuelle et retarderait l'orgasme. Les endorphines joueraient un rôle dans la phase réfractaire. La définition d'une sexualité normale est difficile à établir. C'est surtout le vécu individuel en relation avec la ou les partenaires qui compte et la capacité de la personne à trouver un équilibre et une satisfaction dans ses pratiques. Les notions de déviance, de normalité de l'accomplissement de l'acte sexuel et d'identité de rôle comportemental peuvent varier selon les cultures et les époques. L'âge, en particulier l'installation de la ménopause ou de l'andropause, modifie également l'activité sexuelle du fait du déficit en œstrogène ou en testostérone. Un traitement substitutif hormonal pourra alors être proposé, œstroprogestatif chez la femme ou par testostérone chez l'homme, sous stricte surveillance médicale et en respectant les contre-indications. Point 2. Conduite à tenir devant un trouble sexuel. 2.1 Entretien. Il s'agit d'un moment fondamental du bilan d'une plainte sexuelle. Idéalement en 2 temps, 2 points, le patient seul, puis avec son partenaire habituel. L'interrogatoire permettra de nouer une relation médecin-malade. Il faut garder toujours une attitude empathique, bienveillante et sans jugement sur les représentations des patients. On cherchera à identifier le motif précis de la consultation, entre parenthèses, en considérant tout particulièrement la réponse sexuelle et ses différentes phases, 2 points, désir, excitation, orgasme, résolution. L'historique du problème sexuel, début brutal ou progressif, caractère permanent ou occasionnel, et le caractère sélectif situationnel ou généralisé de la plainte. Entre parenthèses, plainte limitée à certains types de situations ou de partenaires ou pas. On cherchera ensuite à identifier et comprendre les représentations du patient. 2 points, quels sont les éléments les plus importants du développement psychosexuel du patient et l'existence éventuelle d'expériences sexuelles traumatiques. Quelles sont ses relations avec sa famille, ses parents, son partenaire sexuel, entre parenthèses difficultés de couple. Quelle représentation a-t-il du couple et de la sexualité? Quelle est sa perception du genre et l'investissement de son rôle masculin ou féminin? Comment s'est construite sa sexualité, son couple? Quelles sont ses habitudes et pratiques? Quelles sont ses attitudes envers la sexualité? On cherchera à comprendre le contexte du patient. Quel est son environnement, son contexte culturel? Existe-t-il des facteurs de stress, des événements de vie récents négatifs, comme un deuil, le chômage, l'infertilité, ou des facteurs positifs, naissance d'un enfant, nouvelle rencontre, etc. Chez la femme, on recueillera avec précision toute l'histoire gynéco-obstétricale. Et enfin, tous les antécédents de troubles psychiatriques seront recherchés à l'entretien. 2 points, troubles de l'humeur, 2 points, épisodes dépressifs caractérisés ou troubles bipolaires, troubles anxieux, troubles psychotiques, troubles des conduites alimentaires, troubles addictifs, notamment alcool, cocaïne, héroïne, cannabis, mais aussi les stimulants sexuels, entre parenthèses, poppers, GHB, testostérone, dérivés de l'amphétamine, dérivés de la méphédrone,
propofol, IPDE5, etc. 2.2 Examen clinique. Tous les éléments pouvant atteindre les effecteurs périphériques ou le système nerveux central impliqué dans la sexualité sont à rechercher. Cardiovasculaire, avec hypertension artérielle, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires comme athérome, etc., syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Ensuite, éléments neurologiques, épilepsie, atteinte médulaire, neuropathie végétative, sclérose en plaques, maladie de Parkinson. Ensuite, les éléments endocriniens, insuffisance surrénalienne, dysthyroïdie, hyperprolactinémie, hypogonadisme, hémochromatose. Éléments iatrogènes, prise médicamenteuse comme des antihypertenseurs, anticholinergiques, antihistaminergiques, diurétiques, traitements hormonaux, psychotropes, contraceptifs oraux, chimiothérapie, agonistes dopaminergiques, anticholinergiques, sérotoninergiques, bêta-bloquants, etc. Et toujours dans les éléments iatrogènes, les antécédents de radiothérapie ou d'intervention chirurgicale pelvienne ou lombo-aortique, comme des interventions sur la prostate, le ou les testicules, le ou les seins, l'utérus et chirurgie digestive mutilante, etc. Ensuite, les éléments urologiques, malformation, coup dur, entre parenthèses, maladie de l'apéronie, hypotrophie testiculaire, perte de pilosité, phimosis, nodules fibreux. Et enfin, les éléments gynécologiques, comme les malformations, cicatrices d'intervention, irritation, rougeur, mycose, douleurs chroniques, vulvodynie, dyspanerie profonde, signes d'endométriose, sans oublier l'examen sénologique. 2.3 Le bilan paraclinique. Il sera réalisé en fonction des résultats de l'interrogatoire et de l'examen clinique et pourra compter 2 points NFS, ionogramme, glycémie, bilan lipidique, bilan hépatique, créatinémie, parfois bilan hormonal, entre parenthèses TSH, prolactine, testostérone total et biodisponible, FSH, LH et œstradiol, PSA et bêta-HCG. Et dans le bilan paraclinique, Doppler des membres inférieurs et des artères génitales, TDM ou IRM pelvienne à discuter, et EMG pour rechercher une neuropathie périphérique. La plétismographie pelvienne nocturne et la cavernographie, entre parenthèses fuite veineuse, l'apéronie, ne sont presque plus utilisées en pratique courante. Point 3. Les troubles des conduites sexuelles. Les troubles des conduites sexuelles sont classiquement distingués en 3 catégories. 3.1 Les dysfonctions sexuelles. Les dysfonctions sexuelles sont décrites en référence à la phase de la relation sexuelle qui est altérée en particulier au niveau du désir, au niveau de l'excitation, au niveau de l'orgasme. Les douleurs sexuelles font partie des dysfonctions sexuelles. Une proportion assez élevée d'hommes et de femmes dans la population générale souffrent de dysfonctions sexuelles. 5 à 35% selon le type et le sexe. L'historique de la plainte, caractère permanent ou occasionnel et ancienneté. La sélectivité, concerne un seul partenaire, ainsi que le rôle respectif des facteurs psychiatriques et non psychiatriques sont nécessaires à la description des dysfonctions sexuelles. Leur intensité sera également évaluée, ainsi que leur retentissement psychologique pour le sujet. Les facteurs de risque sont multiples dans la majorité des cas. Les facteurs de risque psychologiques individuels jouent un rôle de déclenchement ou de maintien très important. 2 points. L'éducation sexuelle reçue,
l'existence d'expériences sexuelles antérieures traumatisantes, comme un viol ou des violences sexuelles, l'attitude du partenaire, comme le rejet, l'humiliation, l'absence de désir, les difficultés conjugales, etc. Un trouble psychiatrique comorbide, 30% des cas, avec troubles dépressifs ou anxieux, troubles addictifs, anorexie mentale, etc. Un trouble de personnalité comorbide. Les diagnostics différentiels non psychiatriques sont à rechercher systématiquement par un examen clinique systématique. 3.1.1 Les troubles du désir sexuel. Il s'agit d'une diminution ou d'une absence du désir et de l'intérêt sexuel. On peut également, mais plus rarement, observer une aversion pour tout ou partie des activités sexuelles. Il faut penser à éliminer systématiquement un diagnostic différentiel non psychiatrique d'hypogonadisme. Les classifications internationales. Critères de la diminution du désir sexuel chez l'homme dans le DSM-5. Déficience ou absence persistante ou répétée de pensées sexuelles ou érotiques, ou de fantaisies imaginatives et du désir d'activité sexuelle. L'évaluation de la déficience est faite par le clinicien qui doit prendre en compte les facteurs susceptibles d'affecter le fonctionnement sexuel, tels que l'âge et les contextes généraux et socioculturels de la vie du sujet. Les symptômes du critère A persistent depuis une durée minimum d'approximativement 6 mois. Les symptômes du critère A provoquent une souffrance cliniquement significative chez la personne. La dysfonction sexuelle n'est pas mieux expliquée par un trouble mental non sexuel comme étant la conséquence d'une souffrance sévère liée à une relation ou par d'autres facteurs de stress significatifs. Elle n'est pas due aux effets d'une substance, d'un médicament ou d'une autre affection médicale. 3.1.2 Les troubles de l'excitation. 3.1.2.1 chez l'homme. Il s'agit de troubles de l'érection qui concernent 30% des hommes de plus de 50 ans. Ils peuvent concerner des difficultés à obtenir l'érection, des difficultés à maintenir l'érection jusqu'à la fin de l'activité sexuelle, une diminution de la rigidité de l'érection. Le maintien des érections matinales est en faveur de l'étiologie psychiatrique du trouble de même que la sélectivité pour un ou une partenaire ou encore le caractère occasionnel de la dysfonction érectile. Donc le maintien des érections matinales est en faveur de l'étiologie psychiatrique du trouble, de même que la sélectivité pour un ou une partenaire, ou encore le caractère occasionnel de la dysfonction érectile. Un diagnostic différentiel non psychiatrique est fréquent, environ 50% après 50 ans, et doit être éliminé avant de porter le diagnostic de trouble de l'érection. 3.1.2.2 chez la femme. Il s'agit de troubles de l'excitation ou bien souvent absence de lubrification vaginale et d'intumescence. Ils peuvent être responsables de dyspareunie. Ils sont fréquemment associés aux troubles du désir ou de l'intérêt sexuel. La ménopause, en l'absence de traitement substitutif, est un diagnostic différentiel non psychiatrique fréquent. Les classifications internationales. Les critères du trouble de l'érection dans le DSM-5. Au moins un des 3 symptômes suivants doit être éprouvé dans presque toutes ou toutes les occasions, approximativement 75 à 100%, d'activité sexuelle avec un partenaire. Difficulté marquée à parvenir à une érection au cours de l'activité sexuelle. Difficulté marquée à parvenir à maintenir l'érection jusqu'à l'achèvement de l'acte sexuel et diminution marquée de la rigidité érectile. Les symptômes du critère A persistent depuis une durée minimum d'approximativement 6 mois. Les symptômes du critère A provoquent une souffrance cliniquement significative chez la personne.
et la dysfonction sexuelle n'est pas mieux expliquée par un trouble mental non sexuel, comme étant la conséquence d'une souffrance sévère liée à une relation ou par d'autres facteurs de stress significatifs, et n'est pas due aux effets d'une substance, d'un médicament ou d'une autre affection médicale. Les classifications internationales, donc les critères du trouble de l'intérêt pour l'activité sexuelle ou de l'excitation sexuelle chez la femme dans le DSM-5, déficience ou réduction significative de l'intérêt pour l'activité sexuelle ou de l'excitation sexuelle qui se manifeste par au moins 3 des symptômes suivants: absence, diminution de l'intérêt pour l'activité sexuelle, absence, diminution des pensées érotiques ou sexuelles ou des fantaisies imaginatives, peu ou pas d'initiation de l'activité sexuelle et, typiquement, absence de réceptivité aux tentatives du partenaire pour initier l'activité sexuelle. Absence, diminution de l'excitation ou du plaisir sexuel dans presque toutes ou toutes approximativement 75 à 100%, les situations de rencontres sexuelles, entre parenthèses, dans des contextes situationnels identifiés ou si de type généralisé, dans tous les contextes. Absence, diminution de l'intérêt sexuel ou de l'excitation sexuelle en réponse aux signaux sexuels érotiques, internes ou externes. Et absence, diminution des sensations génitales ou non génitales pendant l'activité sexuelle dans presque toutes ou toutes approximativement 75 à 100% les situations de rencontres sexuelles. Les symptômes du critère A persistent depuis une durée minimum d'approximativement 6 mois. Les symptômes du critère A provoquent une souffrance cliniquement significative chez la personne. Et la dysfonction sexuelle n'est pas mieux expliquée par un trouble mental non sexuel comme étant la conséquence d'une souffrance sévère liée à une relation ou par d'autres facteurs de stress significatifs, et n'est pas due aux effets d'une substance, d'un médicament ou d'une autre affection médicale. 3.1.3 Les troubles de l'orgasme. Il s'agit d'une difficulté, entre parenthèses diminution de la fréquence ou de l'intensité, d'une absence ou d'un retard à l'orgasme après une phase normale de désir et d'excitation sexuelle. 3.1.3.1 Chez l'homme. Chez l'homme, elle est en général comorbide à un trouble de l'érection. On peut plus rarement observer de manière associée 2 points, une anéjaculation, un retard à l'éjaculation, une éjaculation rétrograde, en particulier en post-opératoire d'une chirurgie prostatique ou lorsque le sujet est âgé. Les troubles de l'orgasme incluent chez l'homme l'éjaculation précoce. Celle-ci est banale lors des premiers rapports, puis peut être persistante ou occasionnelle. L'éjaculation se produit alors avant, pendant ou juste après la pénétration, et surtout avant que le sujet ne le souhaite. Il est plus fréquent chez les patients avec un trouble anxieux. 3.1.3.2 Chez la femme. Ce trouble est également fréquent chez la femme, entre parenthèses 25% des femmes. Alors on retourne dans les classifications internationales pour le critère de l'éjaculation retardée dans le DSM-5. Un des 2 symptômes suivants ou les 2 doivent être éprouvés dans presque toutes ou toutes approximativement 75 à 100%. Donc les occasions d'activité sexuelle avec un partenaire. C'est pas très clair ça. Donc dans 75 à 100% des cas, il doit y avoir les 2 symptômes suivants. Donc durant les occasions d'activité sexuelle avec un partenaire, dans des contextes situationnels identifiés, ou aussi de type généralisé, dans tous les contextes, et sans que le sujet ne souhaite retarder l'éjaculation. 2 points. Retard marqué de l'éjaculation, absence ou diminution marquée de la fréquence de l'éjaculation.
Les symptômes du critère A persistent depuis une durée minimum d'approximativement 6 mois. Les symptômes du critère A provoquent une souffrance cliniquement significative chez la personne. La dysfonction sexuelle n'est pas mieux expliquée par un trouble mental non sexuel, comme étant la conséquence d'une souffrance sévère liée à une relation ou par d'autres facteurs de stress significatifs, et n'est pas due aux effets d'une substance, d'un médicament ou d'une autre affection médicale. Et les critères de l'éjaculation prématurée, c'est-à-dire l'éjaculation précoce dans le DSM-5, troubles de l'éjaculation persistant ou répétés survenant pendant le rapport sexuel avec un partenaire, approximativement dans la minute suivant la pénétration vaginale et avant que la personne ne souhaite éjaculer. Le symptôme du critère A doit être présent depuis au moins 6 mois et être éprouvé par la personne dans presque toutes ou toutes, approximativement 75 à 100%, donc les occasions d'activité sexuelle, donc dans 75 à 100% des occasions d'activité sexuelle, dans un contexte situationnel identifié ou si de type généralisé, dans tous les contextes. Les symptômes du critère A provoquent une souffrance cliniquement significative chez la personne. La dysfonction sexuelle n'est pas mieux expliquée par un trouble mental non sexuel, comme étant la conséquence d'une souffrance sévère liée à une relation ou par d'autres facteurs de stress significatifs, et n'est pas due aux effets d'une substance, d'un médicament ou d'une autre affection médicale. Alors toujours dans les classifications internationales, les critères du trouble de l'orgasme chez la femme dans le DSM-5. Présence de l'un ou des deux symptômes suivants qui doivent être éprouvés dans presque toutes ou toutes les occasions, approximativement 75 à 100% des cas d'activité sexuelle, donc dans 75 ou 100% des activités sexuelles. Ces activités sexuelles pouvant être dans des contextes situationnels identifiés, ou aussi de type généralisé, ou dans tous les contextes. Donc, il faut qu'il y ait présence d'un retard marqué pour parvenir à l'obtention de l'orgasme, ou diminution marquée de la fréquence ou absence d'orgasme, et la présence d'une diminution marquée de l'intensité des sensations orgasmiques. Les symptômes du critère A persistent depuis une durée minimum d'approximativement 6 mois. Les symptômes du critère A provoquent une souffrance cliniquement significative chez la personne. Et la dysfonction sexuelle n'est pas mieux expliquée par un trouble mental non sexuel, comme étant la conséquence d'une souffrance sévère liée à une relation ou par d'autres facteurs de stress significatifs, et n'est pas due aux effets d'une substance, d'un médicament ou d'une autre affection médicale. 3.1.4 Les troubles sexuels avec douleur. Il s'agit de troubles retrouvés principalement chez les femmes. Les symptômes douloureux sont 2 points, la dyspareunie, les vulvodynies, le vaginisme. Les dyspareunies sont des rapports sexuels douloureux et difficiles. Celles-ci peuvent empêcher la pénétration, dyspareunie superficielle ou d'intromission, rendre la pénétration douloureuse, dyspareunie profonde. Elles peuvent se compliquer de vaginisme. Les vulvodynies sont définies par une sensation d'inconfort ou de brûlure en l'absence de toute lésion. Elles peuvent entraîner des troubles du désir ou de l'excitation sexuelle. Et le vaginisme est une contraction involontaire, réflexe et persistante des muscles du périnée et de ceux qui entourent le tiers externe du vagin, empêchant toute pénétration. On retourne dans les classifications internationales avec le critère du trouble lié à des douleurs génitopelviennes ou à la pénétration dans le DSM-5. Difficultés persistantes ou répétées dans un ou plusieurs des cas suivants. 2 points, pénétration vaginale pendant la relation sexuelle. Douleur vulvovaginale ou pelvienne marquée, donc douleur marquée pendant la relation sexuelle ou lors des tentatives de pénétration.
peur ou anxiété marquée d'une douleur vulvovaginale ou pelvienne par anticipation, pendant ou résultant de la pénétration vaginale, tension ou crispation marquée de la musculature du plancher pelvien au cours des tentatives de pénétration vaginale. Les symptômes du critère A persistent depuis une durée minimum d'approximativement 6 mois. Les symptômes du critère A provoquent une souffrance cliniquement significative chez la personne. Et la dysfonction sexuelle n'est pas mieux expliquée par un trouble mental non sexuel comme étant la conséquence d'une souffrance sévère liée à une relation ou par d'autres facteurs de stress significatifs et n'est pas due aux effets d'une substance, d'un médicament ou d'une autre affection médicale. 3.2 Les troubles paraphiliques. Anciennement appelés déviance ou perversion sexuelle, ces troubles sont aujourd'hui qualifiés de troubles paraphiliques. Cette qualification provient du DSM-5. Ou de troubles de la préférence sexuelle. Ça, c'est une donnée de la CIM-10. L'activité sexuelle diffère du patient normophilique au sens où elle est déviante, car de point, elle implique des objets inanimés, la souffrance ou l'humiliation de soi-même ou de son partenaire, ou encore des enfants ou d'autres personnes non consentantes, et est à l'origine d'une souffrance de l'individu ou d'une altération de son fonctionnement socio-professionnel. Les troubles paraphiliques selon le DSM-5 incluent 2 points, trouble voyeurisme, trouble exhibitionnisme, en spécifiant si le patient est sexuellement excité par l'exhibition des organes génitaux devant des enfants prépubères ou devant des individus sexuellement matures, ou les deux, trouble frotteurisme, trouble masochisme sexuel, en spécifiant s'il est associé à une asphyxiophilie, trouble sadisme sexuel, trouble pédophilie en spécifiant de type exclusif ou non exclusif, si le patient est attiré sexuellement par les garçons, les filles ou les deux, et ou si le trouble est limité à l'inceste, trouble fétichisme en spécifiant alors la ou les parties du corps et ou les objets, ou si autres, trouble transvestisme en spécifiant s'il est associé au fétichisme ou à l'autogynéphilie, je ne sais pas ce que c'est, j'irai voir. Autres troubles paraphiliques spécifiés, entre parenthèses, tous les autres connus. Donc elle débute en général, donc je suppose que c'est l'activité déviante. Les activités déviantes débutent en général à l'adolescence et concernent majoritairement des hommes, 90% des cas. Leur évolution est en règle générale chronique. Elles peuvent être indispensables pour aboutir à l'acte sexuel ou seulement épisodiques. Stress, consommation de toxiques. La comorbidité avec des pathologies psychiatriques sévères est rare, moins de 5% des cas. Les troubles de personnalité sont fréquemment associés. L'association avec une hypersexualité est fréquente. L'étiologie est inconnue, probablement multifactorielle, mais on retient la fréquence des antécédents d'abus sexuels, dans un tiers des cas. La plupart des sujets atteints de paraphilie sévère n'accèdent aux soins qu'au décours d'une condamnation et dans le cadre d'une injonction de soins. La loi du 17 juin 1998, dont le champ d'action a ensuite été élargi par plusieurs lois successives, donc cette loi propose, dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, des mesures spécifiques de surveillance et d'assistance pouvant comprendre une injonction de soins. Elles sont destinées à prévenir la récidive et sont placées sous le contrôle du juge d'application des peines. Un médecin coordonnateur chargé de l'articulation santé-justice est alors désigné par le juge d'application des peines pour évaluer et coordonner le suivi médico-psychologique dans le cas d'une mesure d'injonction de soins.
Aucun traitement ne pourra être instauré sans le consentement du patient. Mais, si ce dernier refuse, l'emprisonnement pourra être mis à exécution. Toutes les paraphilies ne se compliquent pas de délits ou de crimes sexuels, comme le viol, l'inceste, l'exhibitionnisme. Et un certain nombre d'entre elles demeurent d'ordre privé, comme le fétichisme par exemple, ou des relations sadomasochistes librement consenties au sein d'un couple, etc. Environ un quart des crimes et délits sexuels sont commis par des sujets atteints de paraphilie, entre parenthèses, exhibitionnisme, sadisme sexuel, pédophilie. Les victimes mineures sont de loin les plus fréquentes, 2/3 des cas. Les paraphilies sont souvent associées entre elles. Et il est important de les rechercher chez tout sujet ayant commis un crime ou un délit sexuel afin de pouvoir mieux évaluer le risque de récidive. Entre parenthèses, les pédophilies homosexuelles étant les plus à risque de récidive. Et surtout de proposer un traitement adapté au type de paraphilie. 3.3 L'hypersexualité. Elle est définie par une fréquence excessive, croissante et non contrôlée du comportement sexuel, en règle non déviant, dont les conséquences sont négatives pour le sujet qui en est atteint. Elles seront abordées dans la question addiction comportementale, même si le concept d'addiction sexuelle, souvent utilisé pour qualifier l'hypersexualité, demeure discuté. L'hypersexualité peut également être le symptôme l'hypersexualité peut également être le symptôme d'un trouble psychiatrique. Ce trouble psychiatrique est l'épisode maniaque. D'une maladie neurologique, pouvant être un syndrome frontal ou temporal, épilepsie, SEP Wilson, retard mental Huntington, dans 2 à 30% des cas. Donc syndrome frontal ou temporal, épilepsie, SEP Wilson, retard mental Huntington, syndrome de Klein-Levin ou de Kluver-Bucy, maladie de Parkinson traitée par agoniste dopaminergique ou parfois stimulation cérébrale profonde, et démence. Toutes ces maladies sont réservées aux médecins, mais le psychothérapeute est bien content d'en connaître l'existence. Et enfin, l'hypersexualité peut être liée à une intoxication par une substance psychoactive, cocaïne, amphétamine, hallucinogène, alcool, produits dopants à base de testostérone propofol ou agonistes dopaminergiques prescrits en dehors du Parkinson. Exemple, syndrome des jambes sans repos, adénome à prolactine, etc. En pratique, les dysphories de genre. Dans le DSM-5, les troubles de l'identité sexuelle ont été remplacés par la dysphorie de genre. Le DSM a ainsi privilégié le terme de genre au terme de sexe, afin d'y inclure des sujets qui sont nés avec une ambiguïté sexuelle. Dans de rares situations, déficit en androgène ou HCS, le sexe anatomique ou les caractères sexuels secondaires peuvent ne pas être en adéquation avec le sexe chromosomique, XX ou XY. Mais dans l'immense majorité des cas, l'inadéquation entre le sexe chromosomique et le genre résulte d'un transsexualisme. Ce terme, qui figure toujours dans la catégorie des troubles de l'identité sexuelle dans la version actuelle de la classification internationale de psychiatrie de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ICD-10, est défini par le fait d'avoir une identité de genre non conforme à son sexe de naissance, vécue dans un contexte persistant de souffrance. La personne s'identifie de façon importante et persistante au genre opposé, en général depuis l'enfance, éprouve le désir d'avoir les caractères sexuels primaires et secondaires du sexe opposé, de vivre et d'être traité comme quelqu'un du sexe opposé.
en l'absence d'anomalies biologiques ou génétiques. L'identité sexuelle doit être distinguée de l'orientation sexuelle qui correspond à l'attirance érotique envers les hommes, les femmes ou les deux sexes. Les personnes transsexuelles peuvent alors bénéficier d'un traitement hormonal puis chirurgical dans un contexte de suivi psychologique afin de faire correspondre leur anatomie au genre auquel elles ont le sentiment d'appartenir. Selon les pays, la concordance entre le sexe anatomique et le sexe socialement assigné est ou non indispensable. La prévalence du transsexualisme a été évaluée à partir du nombre de sujets qui consultent. Un 30 millième d'hommes adultes et un 100 millième femme adulte demandent une chirurgie pour changer de sexe. Il convient cependant de demeurer extrêmement prudent en ce qui concerne les demandes de transsexualisme dans l'enfance, car il n'y a pas toujours de continuité entre l'enfance et l'âge adulte dans ce domaine. On utilise le terme transgenre pour définir une identification temporaire ou permanente à un autre genre que celui attribué à la naissance, ou pour évoquer des personnes transsexuelles ne souhaitant pas se faire opérer ou ne désirant pas être aidées. Certaines personnes souhaitent simplement porter des vêtements du sexe opposé, transvestisme. La prévalence du transvestisme a été évaluée chez 2450 adultes dans la population générale en Suède à 2,8% des hommes et 0,4% des femmes. En résumé, aborder les troubles des conduites sexuelles implique de comprendre 2 points. Que les conduites sexuelles sont marquées par des contraintes éducatives, morales et sociales, qui subissent des modifications au cours du temps et selon les cultures. Que la relation sexuelle comporte différentes phases, 2 points, phase de désir sexuel, phase d'excitation, phase en plateau, phase d'orgasme, phase de résolution. La définition d'une sexualité normale est établie suivant le vécu individuel. Donc la définition d'une sexualité normale est établie suivant le vécu individuel en relation avec les partenaires et la capacité de la personne à trouver un équilibre et une satisfaction dans ses pratiques sexuelles. La part psychique, que ce soit dans l'étiologie ou dans les conséquences de ces troubles, est fréquente et essentielle à considérer. Les notions de troubles paraphiliques, de normalité de l'accomplissement de l'acte sexuel et l'identité de genre peuvent varier selon les cultures et les époques. Fin de la lecture de l'item 56, Sexualité normale et ses troubles, du grand chapitre des autres troubles, du référentiel de psychiatrie et d'addictologie.